Le président du MEDEF, Patrick Martin, qui estime que la France est déjà entrée en légère récession, ce sont ses mots. Faut-il le prendre au mot ou pas? Bonjour Denis Ferrand. Bonjour David. Directeur général de Rexecode. Est-ce qu'il noircit pas un peu le tableau quand même, le patron des patrons, honnêtement? C'est peut-être, en tout cas, je vais prendre ma casquette d'économiste. Pour l'instant, on n'a pas encore les éléments qui objectivent une récession. On a quand même pas mal d'éléments qui laissent à penser que sa probabilité est forte. Voilà, si vous voulez, pour être un peu au milieu du gué, on ne peut pas dire d'ores et déjà qu'il y a une récession parce qu'on n'a pas eu de toute façon de recul du niveau du PIB. En revanche, on voit bien que ce qui fait la possibilité d'une récession, à savoir les changements dans les anticipations de la part des entreprises, c'est déjà rassemblé. Ça fait quand même 1 an que l'investissement productif a passé son point haut. Cela fait 18 mois que l'on a passé le point haut également des embauches. Cela fait maintenant 3 mois consécutivement que l'on a très peu de sorties des registres de Pôle emploi au motif de reprise d'emploi. C'est ça les éléments, si vous voulez, qui, parce qu'ils se confirmeront dans la durée. Puis il y a le moral. Le moral des chefs d'entreprise, le moral des consommateurs. Mais si vous voulez, c'est plus que le moral, c'est la traduction du moral en données objectives, en choix véritablement que l'on fait, c'est-à-dire le choix de ralentir l'investissement, voire de le faire reculer. Mais on a des chiffres en dur là-dessus, qui montrent que l'investissement recule, que la consommation recule. Oui, l'investissement productif, donc le point haut, c'est le 2e trimestre 2023. Depuis, il s'est érodé. On ne peut pas dire qu'il est chuté, il s'est érodé jusqu'à présent. Le risque maintenant, c'est que le mouvement aille beaucoup plus vite. Et on en veut pour preuve une enquête que l'on avait sortie avec BPI France début du mois de novembre, où on avait interrogé les patrons sur ce qu'ils faisaient, enfin les dirigeants de PME et TPE, il y en a à peu près 1000 qui répondent, un petit peu plus de 1000. Et vous aviez seulement un tiers qui disait maintenir les projets d'investissement qui étaient préalablement. Donc 2 tiers ont prévu de reporter ou voire carrément d'annuler leur projet d'investissement. C'était 45% qui reportaient, 21% qui annulaient. Ouais, il y a ça, encore une fois, il y a quand même pas mal d'indicateurs qui sont quand même assez inquiétants. Il y a à la fois, il y a ce qu'on vient de dire là, il y a les dépôts de bilan, 66 000 cette année, les destructions d'emplois sur 2 trimestres consécutifs, c'est nouveau. On peut dire ou pas que l'activité est dans le rouge depuis l'automne? On va dire de l'orange vif. C'est pas encore tout à fait le rouge, mais oui, on a quand même beaucoup de signaux qui ne sont pas très agréables du point de vue notamment de l'emploi. C'est vrai que c'est là où on a un changement assez clair, et surtout quand on regarde les défaillances d'entreprises que vous évoquez, les dépôts de bilan, en fait ils portent plus que d'habitude sur des entreprises d'une taille importante. Ce qui fait qu'aux 65, 67 000 défaillances que l'on aura au cours de cette année... Il y a un effet de rattrapage aussi quand même. On est sorti, l'effet de rattrapage, il est fait. Maintenant, on est en train d'aller au-delà de l'effet de rattrapage. Et à ces 65 000 correspondent en fait 250 000 emplois concernés par les entreprises qui sont en défaillance. Là où on avait, avant le Covid, c'était plutôt 150 000 emplois qui étaient concernés par les défaillances. Donc vous avez aussi un effet de taille moyenne des entreprises qui viennent à disparaître qui est plus important que par le passé. Après, il y a aussi près d'un investisseur étranger sur 2 qui a réduit la voilure sur le territoire d'après EY. Bon, après, on se dit que ça peut être temporaire aussi, hein. C'est pas non plus définitif, non? Ça peut être temporaire. C'est vrai que c'est une donnée qui a une volatilité très importante. Mais quand vous regardez les flux d'investissement direct étrangers entrants, ceux qui viennent sur notre territoire, on risque d'avoir en 2024 un chiffre qui sera proche de celui que l'on avait en 2020, année du Covid. Donc il y a eu déjà un ralentissement très net de ce que l'on détecte par l'intermédiaire des mouvements d'investissement direct étrangers. Donc l'incertitude, le brouillard politique dans lequel on est, on le sait bien, ça freine l'investissement, l'emploi. Quid de la consommation ménage, est-ce qu'elle repart? Elle repart pas. J'ai vu les chiffres d'octobre, c'est une baisse de 0,4% en volume des dépenses de consommation. Voilà, oui. C'est pas très bien orienté. Hein. Non, c'est pas très bien orienté. C'est surtout sur la consommation, vous avez 2 forces qui cherchent leur équilibre. Vous avez d'un côté le fait que l'inflation ne soit plus au rendez-vous, sauf sur certains postes où on voit notamment, par exemple, sur les assurances, sur les services, d'une manière générale, vous avez encore des progressions qui sont assez importantes. Disons que l'inflation, elle a changé de support. C'est plus l'alimentaire, c'est plus l'énergie, mais ce sont les activités de service, désormais, qui drivent. Et donc, mais l'inflation, globalement, est en ralentissement. Et ça, c'est plutôt favorable à la consommation, de même que les baisses de taux d'intérêt que l'on voit. Et puis, à côté de cela, vous avez quand même cette inquiétude assez forte qui est en train de monter sur la constitution d'une épargne de précaution, parce que l'inquiétude vis-à-vis du chômage est en train de remonter très rapidement. Dans la dernière Alors que c'était un sujet qui était sorti un peu des radars. Hein, tout à fait. Chômage, hein. Le sujet, on ne le voyait plus. Et puis, il est en train de réapparaître, et la remontée des préoccupations des ménages quant à l'évolution du chômage, cette remontée a été très forte dans la dernière enquête sortie à la fin du mois dernier. Donc on se dit, Denis Ferrand, qu'une récession technique est possible là, cet hiver, entre le 4e trimestre 2024 et le 1er trimestre 2025?
Alors, on n'ose jamais complètement trancher. Par exemple, dans les prévisions que l'on va sortir mercredi pour les adhérents de Rexecode qu'on va présenter, ouais, dites-nous, on va savoir. Hein. On va avoir 2 trimestres à zéro. Quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025, les deux seront à zéro. Donc, on est à la lisière. Mais ça va nous faire une très faible entrée dans l'année 2025. Ça va nous faire un acquis de croissance qui sera extrêmement bas. Et donc, si on finit l'année 2025 aux environs de 0,5 de croissance, ce sera déjà pas trop mal. Avec ou sans budget ? 0,5 de croissance en 2025. Alors, sans budget. De toute façon, on est obligé de faire sans budget, ou plutôt avec une loi de finances spéciale, qui incorpore en réalité déjà un effort budgétaire très important, puisque la loi de finances spéciale dit, en tout cas, tant qu'elle n'est pas remplacée en cours d'année par un projet de loi de finances qui pourrait être voté, parce que la loi de finances spéciale n'a pas vocation à s'exercer sur toute l'année, elle peut être remplacée en cours d'année par un projet de finances. Elle peut ou pas. Elle peut ou pas, ouais. Tout à fait. Mais en tout cas, ce qu'elle nous dit, c'est que vous avez la reconduction des services votés à la valeur de ce qu'ils avaient été votés lors de la dernière loi de finances. Donc ce qui veut dire une stabilité en valeur, et comme il y a toujours un peu d'inflation, cela veut dire un recul en volume. Voilà, loi spéciale d'ailleurs qui est prête, nous a dit ce matin Laurent Saint-Martin, ministre du Budget, ministre démissionnaire du Budget. Il n'y a plus qu'à la présenter en Conseil des ministres. Cette loi spéciale, cette chute du gouvernement Barnier, cette absence de budget ou cette loi spéciale pour 2025, pardon, mais quelque part, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle pour les entreprises, Denis Ferrand. Fini le rabot sur les allègements de cotisations, fini la surtaxe d'impôt sur les sociétés, retour sur les baisses d'impôts de production, qui ne devait pas y en avoir pendant 3 ans, je ne sais plus. Et ben là, finalement, il y aura 1 milliard de baisse sur 2025, pas de hausse de la taxe mobilité. À court terme, pardon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises. Oui, sur ces dimensions par rapport, disons que c'est une bonne nouvelle par rapport à ce qui pouvait se mettre en place. Ça ne change rien sur leurs conditions d'exercice, c'est-à-dire que la manière dont elles vont travailler en 2024 est reconduite. Si je vous dis que je vous mets un coup de bambou sur la tête et que je ne vous le mets pas, ça reste une bonne nouvelle quand même. Oui, ça reste une bonne nouvelle, mais voilà, vous aviez quand même déjà la situation fiscale était déjà celle que l'on connaissait, avec un niveau de prélèvement sur les entreprises qui reste de toute façon supérieur à ce que l'on observe dans l'ensemble de la zone euro. Je ne sais pas après comment s'apprécie par les directions des entreprises cette loi spéciale, le fait que finalement il n'y ait plus de surtaxe, plus de hausse d'impôts, etc., etc. Et comment est-ce que ça réinjecte un peu d'optimisme, ou est-ce que c'est en se disant c'est reculé pour mieux sauter, il va bien y avoir un budget et on passera bien évidemment à la caisse à un moment donné? Oui, peut-être que des entreprises peuvent être amenées à réviser certains choix qu'elles avaient pu faire parce que ce risque de prélèvement fiscal n'est effectivement plus au rendez-vous. Donc peut-être que des anticipations de maîtrise un peu plus forte de dépenses seront moins au rendez-vous. Donc oui, ça peut être une bonne nouvelle de ce point de vue, mais ça renvoie aussi au fait que le budget n'était pas forcément le meilleur des budgets que l'on aurait pu imaginer. Et notamment, on était très loin de l'équilibre 1 tiers, 2 tiers. On en avait parlé la dernière fois que l'on avait discuté ensemble. 2 tiers d'économie sur la dépense publique et 1 tiers de hausse d'impôts. On avait eu plutôt le switch, exactement. Et donc c'est en cela qu'il y a plus une correction d'un budget qui, au total, aboutissait à des prélèvements prohibitifs qu'une véritable amélioration. Le fait que cette loi spéciale, l'absence de budget, en tout cas une loi spéciale, ça fige, alors non pas les prestations sociales qui, elles, restent, je crois, indexées sur l'inflation. Enfin, pour les retraites, tout à fait, parce que c'est inscrit dans la loi. Donc. Même sur les prestations sociales, les autres prestations resteront indexées sur l'inflation. Par contre, on l'a expliqué ici, parce que l'OFCE est venu nous expliquer qu'ils avaient calculé que par rapport au crédit alloué au ministère, ça équivaut à 15 à 18 milliards d'euros d'économies sur la dépense publique sur 2025. Donc on se dit qu'indirectement, c'est une forme de freinage de la dépense publique. Tout à fait, mais ce faisant, on revient aussi, c'est un freinage à la dépense publique, mais qui ne procède pas d'un choix. Par exemple, parmi les dépenses qui ne vont pas augmenter, vous avez la loi de programmation militaire, qui devait enclencher une nouvelle augmentation de dépenses pour la défense. Eh bien, cette augmentation de dépenses n'interviendra pas. Alors qu'elle était votée dans la loi de programmation militaire, mais il faut que les services soient votés pour l'année en cours pour que véritablement cette augmentation de dépenses se manifeste. Bon, on se dit quoi alors? La question première, c'est est-ce que Patrick Martin, patron du MEDEF, est-ce qu'il a raison ou tort de dire qu'on est déjà rentré en légère récession? Ne me poussez pas trop pour dire qu'on est quand même vraiment à la limite. Ouais. On est à la limite de la récession. J'attends quelques éléments. Vous savez, je suis un être froid comme tout économiste, et donc j'attends des éléments d'objectivation. Et je redoute qu'ils se manifestent quand même assez rapidement, ces éléments d'objectivation, par le recul de l'investissement et le recul des embauches. Allez, merci beaucoup. Explication signée Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Merci. Merci.